Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième live par an. Je synchronise simplement YouTube. Alors, tac, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, bienvenue, je disais, dans ce troisième live par an. Alors, par an, mais il peut être un petit peu à destination de tous. Donc au sujet, ce soir, on va parler un petit peu de tout ce qui est comment accompagner ses enfants sur les réseaux, sur Internet. Euh, on va essayer de voir un petit peu quels conseils on peut leur donner, comment on fait pour les accompagner, quels sont les dangers, à quoi on fait attention, etc., etc. Une première information avant de commencer, euh, simplement pour vous rappeler qu'on commence les forums job. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez retrouver toutes les dates, sur le site internet, donc job au pluriel-bfc, bourgogne-franche-comté.fr. Donc ça commence la semaine prochaine avec Lons et Dole, donc le 14 et le 16. Donc Forum Job, vous retrouvez des jobs, des employeurs, venez nombreux, on aura certainement plein d'infos, plein de choses à vous dire, à vous donner. Alors, donc, le sujet du soir, donc les écrans, Internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, si on doit faire un premier état des lieux de un petit peu des utilisations des jeunes actuellement sur Internet, sur les réseaux, euh, on constate que... Alors, comment on constate ça? Nous, on intervient au niveau d'InfoJeunes depuis une quinzaine d'années dans les établissements scolaires, en faisant de la prévention, en essayant d'éduquer, en essayant de discuter avec les jeunes sur leur utilisation, ce qu'ils font, les personnes qu'ils peuvent rencontrer en ligne, euh, les dangers, etc., etc. Ce qui en ressort, c'est que la première des choses qu'on voit, ce qu'ils font en premier lieu sur Internet, c'est déjà de discuter. Discuter, de continuer à garder des échanges avec leurs copains, avec leurs amis, avec la famille. On souhaite garder du lien à tout prix, même si je quitte mon collège, mon lycée, mon établissement à 4h30, 5h, je veux rester avec mes potes, je veux rester avec mes copains, et donc je reste sur les réseaux, je reste sur Internet. La deuxième des choses, c'est de se divertir. Euh, Se divertir soit en écoutant de la musique, soit en regardant des vidéos, soit en jouant. Donc le divertissement. Ensuite, vient tout ce qui peut être recherche d'informations, soit personnelle, soit pour des travaux scolaires. Et enfin, donc, le côté un petit peu, ça va un peu ça va avec ce que j'ai dit avant, le côté un petit peu ludique, musique, vidéo, film, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que, donc il n'y a pas de mystère, hein, on fait tous un petit peu les mêmes choses en ligne et sur les réseaux. Mais vraiment le premier truc qui ressort, c'est de garder le contact, de garder les échanges avec les copains, avec les amis. Alors, on garde contact grâce à quel réseau? Il y a plusieurs réseaux donc, qui sont utilisés, mais donc on sait que les réseaux sociaux, ça évolue très très vite. Euh, Nous, les anciens, on est plutôt sur Facebook, tandis que la génération actuellement elle va plutôt être sur des réseaux comme Instagram, TikTok euh, ou encore Snapchat. Donc, si on doit décrire en premier lieu déjà un petit peu les réseaux, donc Facebook, le plus ancien des réseaux, là je pense, je vais pas trop m'arrêter dessus puisque tout le monde connaît a priori Facebook, donc qui permet de partager de l'info, de mettre des informations sur soi, de rester en contact avec ses amis. Donc on peut partager textes, vidéos, photos, musique, liens, on peut partager un petit peu tout sur Facebook. C'est un peu le- comme diraient les jeux, comme on peut dire maintenant, c'est un peu la base. Ensuite, on a Instagram qui est venu un petit peu après Facebook. Donc Instagram qui se veut plutôt un réseau euh, de partage de photos, euh, où on va partager plutôt de la jolie photo, euh, mais qui devient Instagram un petit peu le réseau de base pour les jeunes, pour même discuter, puisque Instagram contient une messagerie. Vient ensuite Snapchat, qui va être plutôt dans un réseau qui permet de discuter ou de s'échanger des photos. Le succès de Snapchat, c'est que il a répondu à un besoin
on disait il y a quelques années, attention, attention, vos photos, etc., restent en ligne, faites attention à vos photos, à vos données, etc. Snapchat a en partie répondu à un besoin, c'est le besoin d'effacer ces choses, d'effacer ces photos. J'envoie une photo sur Snap, je la laisse 3 secondes, 4 secondes et pouf, elle s'en va. Sauf que dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. On peut faire des captures d'écran, on ne sait pas très bien si les réseaux les conservent, les conservent pas. Plutôt si on sait qu'ils les conservent et on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Donc voilà, Snapchat c'est plutôt ça, de, partage de photos, discussion, euh, voilà, et échange entre eux. Vient ensuite donc un petit nouveau, enfin un petit nouveau, il est plus très nouveau, mais qui est là depuis 2-3 ans, qui est TikTok. Donc TikTok qui est un réseau où on partage plutôt des vidéos courtes. Donc TikTok a émergé plutôt il y a 2-3 ans, alors avec la période Covid, parce que TikTok a répondu à un besoin assez évident. Je m'ennuie, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde des trucs sur mon téléphone, et la particularité de TikTok, c'est que ben, en fait, on fait défiler tout simplement. Je défile, je vois une vidéo, je défile, je vois une vidéo, je défile, je vois une vidéo, je défile, je vois une vidéo. Un simple mouvement du pouce permet en fait de continuer à toujours être absorbé devant l'écran et toujours regarder encore et encore. Et ça s'arrête jamais. Vous pouvez faire défiler toute la journée, et toute la journée, vous allez avoir des vidéos. Euh, donc d'où le succès de TikTok qui a répondu au besoin de s'occuper pendant la période Covid, et on n'avait pas grand-chose à faire à part regarder des vidéos. Enfin, pour certains, on n'avait pas grand-chose à faire à part regarder des vidéos. On a ensuite YouTube qui est un réseau de vidéos, mais là qui se démarque un peu de TikTok dans le sens où il faut aller chercher la vidéo, encore que sur YouTube, dès qu'on regarde une vidéo, on va nous proposer une vidéo similaire, mais voilà, YouTube qui est un peu plus, qui contient plus qui vont contenir plus de clips vidéo par exemple ou d'extraits de films, donc qui va être un peu plus, on va dire généraliste plutôt que TikTok. Twitter qui est un réseau à la base plutôt textuel, qui permet donc au départ d'échanger des courts messages. Donc c'était au départ pas plus de 140 caractères, donc ça a un peu augmenté là, au fil du temps, mais euh, voilà, Twitter qui est plutôt un réseau où on va l'utilisation qu'on en fait pour beaucoup, c'est d'aller suivre des personnes, suivre un journaliste, suivre une célébrité, suivre un footballeur, etc., pour suivre son actu au plus près. Je suis en train de faire quelque chose, tac, un petit bout de texte, une photo, et pouf, ça part sur Twitter. On a également des réseaux d'échange, plutôt dit de messagerie, comme WhatsApp ou bien Messenger, qui permettent de discuter. Ça remplace un peu, enfin, c'est un peu l'équivalent des SMS, voilà, mes versions réseaux sociaux. Et puis on a, alors, la liste n'est pas exhaustive, mais on a un dernier réseau qui marche pas mal, qui est Twitch, qui est un réseau de médias, de streaming vidéo. Twitch fait très peur aux chaînes de télévision, puisque Twitch, beaucoup d'influenceurs, donc les influenceurs on y reviendra après, mais beaucoup de personnes s'en emparent, et euh, on se rend compte que la télévision n'est plus le média numéro un. Alors aussi à cause des autres réseaux, mais Twitch est en train de monter en flèche, et on voit déjà des animateurs qui étaient avant sur des chaînes de télé type TF1, France 2, M6, etc., ben, aller faire des lives sur Twitch pour justement essayer de capter un regard plus jeune, et pour essayer d'avoir un audimat plus large, on va dire. Donc voilà un petit peu les réseaux qui sont utilisés actuellement. Alors il y en a sûrement d'autres, hein. Les réseaux sociaux ça évolue très très vite. Ce qu'il faut savoir c'est que on ne peut pas être présent partout. Les générations après génération ben, s'approprient certains réseaux, et on constate que quand ben, la génération précédente arrive sur un réseau, la génération la plus jeune va migrer vers un autre réseau parce que tout simplement on n'a pas envie d'être épié par ses parents. Donc ça sert à rien, en tout cas pas à grand chose d'essayer d'aller suivre ses enfants sur les réseaux, puisqu'on sait que ça a été le cas avec Facebook. À partir du moment où les parents étaient sur Facebook, les jeunes ont migré sur d'autres réseaux. Mais donc les réseaux qui sont les plus utilisés actuellement, donc Instagram, TikTok et Snapchat.
Alors, ces réseaux, donc, ils ont des effets positifs, des effets négatifs. On va essayer de les voir un petit peu ensemble. Euh, on va commencer par les négatifs et puis on finira par les positifs. Ça laissera une meilleure image. Les effets négatifs des réseaux, alors vous allez me dire, il y en a plusieurs, il y en a plein. Déjà, il y a la notion de vie privée. Euh, on a du mal à voir où s'arrête la vie privée, où est la vie publique sur les réseaux sociaux. Bon, euh, il y a un psychologue qui s'appelle Serge Tisseron qui a essayé d'expliquer un petit peu ce phénomène. Lui, il a parlé d'extimité. Alors, on met en parallèle intimité. Enfin, l'extimité, c'est la volonté de mettre en avant une partie de l'intime. C'est ce qu'on fait maintenant sur les réseaux. Volontairement, on va mettre une partie de sa vie privée pour se mettre en avant, pour valoriser son estime de soi. Ça fait partie, un petit peu du jeu maintenant pour la génération actuelle, mais en fait pour les générations avant aussi, on essayait de se mettre en avant et de construire son estime de soi, de construire sa confiance en soi, et ça passe par se montrer. Alors aujourd'hui, on se montre sur les écrans. On essaie de se mettre en avant sur des écrans, sur Instagram, sur TikTok, etc., etc. Ça peut avoir quelquefois euh, des effets vraiment négatifs dans le sens où on pousse des fois à des comportements qui peuvent être dangereux, qui peuvent être un peu limites, qui peuvent être voilà, au-delà de ce qui peut être un peu toléré. Euh, j'ai en tête par exemple sur TikTok, donc il y a un réseau de vidéos où au départ le but de ce réseau-là était de danser sur de la musique. Et le, la dérive un petit peu de ce réseau de TikTok, ça a été par exemple de voir des jeunes filles de 10 ans ou moins imiter des stars, des célébrités qui dansaient en petite tenue, de faire la même chose sur les réseaux. Donc là, on est un peu dans la dérive. Mais voilà, c'est euh, le besoin de se mettre en avant et d'essayer de créer son estime personnelle et voilà, de créer sa confiance en soi, ça a toujours existé avant les réseaux. Euh, la deuxième chose qui va un petit peu avec ça, puisqu'on met en avant des choses, puisqu'on met en avant du contenu, puisqu'on met en avant des photos, des choses qui nous concernent, c'est le devenir des données personnelles. Tout ce que je mets sur les réseaux, qu'est-ce que ça va devenir? Où est-ce que ça va? Est-ce que les photos que je suis en train de mettre actuellement, elles vont être conservées ou pas? Donc euh, on sait quand on va lire un petit peu les conditions d'utilisation que les photos, les données sont conservées et que elles sont conservées et on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre dans les années à venir. Les réseaux sociaux sont encore jeunes. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les photos, les vidéos que j'ai mis sur ces réseaux-là ne vont pas ressortir? Comment ça va ressortir? On ne sait pas trop. Est-ce que ce que j'ai mis sur Instagram, sur TikTok, d'autres ne vont pas le récupérer, qui vont le republier dans 10 ans, dans 15 ans? Je ne sais pas. Donc là, on a un gros problème avec les données personnelles, savoir comment, qu'est-ce que ces données, qu'est-ce que ces informations, qu'est-ce que ces photos vont devenir. Viennent avec le problème des données personnelles et du fait de mettre en avant des choses, des infos, des données, le problème du harcèlement. Et donc du cyberharcèlement. On constate qu'il y a de plus en plus de harcèlement et de cyberharcèlement. Enfin, en tout cas, de cyberharcèlement, puisque les réseaux sont un outil qui permet de faire du mal, de faire ce qu'on appelle des cyberviolences assez facilement. De partager des photos de quelqu'un, d'aller harceler en menaçant quelqu'un anonymement, de créer des pages sur des comptes, de prendre le compte de quelqu'un puis d'aller insulter une autre personne. On se rend compte que c'est de plus en plus monnaie courante et il faut essayer de faire avec, d'essayer de combattre ce truc-là. Je donnerai après un peu des solutions, mais on en fait plutôt un état des lieux, mais c'est avec les réseaux sociaux, on sait que le cyberharcèlement, c'est monnaie courante et c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Déjà, un premier élément de réponse, n'hésitez pas à aller voir le site de e-enfance. Donc e-enfance, qui est l'association un petit peu référence au niveau du harcèlement, du cyberharcèlement. Donc ils ont
Ils ont une ligne téléphonique qui est le 3018. Ils ont également une application qu'on peut télécharger gratuitement et qui permet d'échanger avec des professionnels sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement, et qui permet d'agir rapidement quand il y a un souci. Avec les réseaux, on parle aussi souvent, enfin, avec les réseaux et plus généralement avec le téléphone, on parle aussi souvent d'addiction. Euh, alors, moi je suis pas totalement d'accord avec le terme addiction, parce que on parle d'addiction, quand on parle d'addiction, il y a souvent derrière un mal-être quand on enlève l'addiction et souvent en fait si on peut voir que si on propose par exemple à des jeunes venez on fait un foot, on fait une sortie, on va quelque part, ils vont pas avoir de mal à poser leur téléphone, à poser les écrans et aller faire quelque chose. Euh, on est tous un peu addicts au téléphone, adultes, jeunes, moins jeunes, on est tous après nos téléphones parce que c'est un outil qui est très très puissant. On a des notifications toute la journée, on a envie de regarder. Si j'ai pas, si je rate une notif, si je vois mon téléphone qui vibre, ben, je me demande est-ce que c'est urgent, c'est pas urgent, etc. Les notifications sont un peu comme un conditionnement, hein, une- un son, une vibration, ben, ça indique à notre cerveau, hey, il se passe un truc, regarde, regarde, regarde. Donc, au bout d'un moment, c'est pas le fait d'être addict, mais on nous a un petit peu, on nous a conditionné à réagir aussi vite, à aller tout le temps sur les écrans. Je vous conseille une petite série qui s'appelle Dopamine. Euh, donc, Dopamine, ça a été fait par Arte, je crois, et euh, c'est une petite série documentaire de 3-4 minutes qui explique un petit peu pour chaque réseau social le processus un peu addictif et pourquoi ça marche, pourquoi le réseau fonctionne, comment il fonctionne et pourquoi on aime Instagram, pourquoi on aime Snapchat, etc. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez, je vous ai mis un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, j'ai pas mis le son, mais vous pouvez aller voir. Donc, ça s'appelle Dopamine et c'est sur Arte. Euh, et dernière chose, donc au niveau des effets néfastes donc au niveau des réseaux, on peut parler aussi de tout ce qui est comportement sur la vie de famille. Euh, Très souvent, ça va créer des problèmes voilà, on est à table, il y a les enfants, les parents prennent un téléphone, et c'est ce que je disais, il y a un truc qui vibre, hop, allez, on prend le téléphone, on regarde, et on prend plus le temps de se parler. Ça peut créer souvent des conflits, par exemple avec les jeux vidéo. Allez, viens manger à table, etc. Bah non, attends, je finis ma partie. Non, viens manger tout de suite. Euh, voilà, il y a souvent des conflits euh, parents jeunes sur le moment d'utiliser les écrans, sur la manière de les utiliser, sur la fréquence d'utilisation, etc., etc. Voilà pour un petit résumé des effets néfastes des écrans, les fameux écrans. Au niveau des effets positifs, parce qu'il y en a, il ne faut pas l'oublier, donc les réseaux, c'est quand même un outil formidable. Les écrans et les réseaux sociaux dans leur globalité sont un outil quand même formidable. Ça permet quand même une ouverture sur le monde et ça permet d'échanger très très facilement. Quand on veut partager une info, quand on veut discuter avec quelqu'un, en un clic, on discute avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. On l'a vu avec la période Covid, euh, échanger, discuter, parler avec une personne, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Alors, on entend souvent dire, oui, mais les jeunes, entre eux, ne se parlent plus. Ben, c'est à moitié vrai, ils se parlent plus peut-être en face à face, mais ils continuent de se parler sur les réseaux. Et nous, adultes, on est un petit peu pareil, on est tout le temps, enfin, on est souvent avec les SMS, avec le téléphone, sur les réseaux aussi. Euh, les réseaux sociaux permettent cette ouverture sur le monde et de faire des fois de nouvelles rencontres et de belles rencontres. Ça permet donc aussi un partage de l'information assez rapide, assez efficace, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Donc là, on rentre plutôt sur le côté néfaste, mais euh, voilà, si je veux diffuser une info, je mets un truc sur les réseaux, ça peut être partagé assez rapidement et puis diffusé assez largement, rapidement. Euh, je prends un exemple un peu extrême, mais quand on a eu une période un peu difficile avec les attentats il y a quelques années, les réseaux sociaux ont notamment permis à certains d'aller se réfugier chez des personnes parce qu'ils ont
via les réseaux sociaux, des personnes ont entendu des coups de feu, des choses comme ça, et on dit, voilà, euh, venez chez moi, je peux vous abriter, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur ce côté-là qui a été positif. Euh, Ça permet également à tout ce qui est jeune talent, quand je veux faire connaître ma musique, quand je veux faire connaître une œuvre, quand je veux faire connaître quelque chose que je fais, eh ben, d'avoir une audience, un public assez large très rapidement. Avant, euh, je fais partie d'un groupe de musique, je veux faire connaître mon groupe de musique, je veux me produire devant des personnes, en fait, il faut déjà que quelqu'un me fasse confiance, qu'on me donne une salle, qu'on me donne une salle de restaurant, etc. Enfin, de restaurant, de bar, pour que je puisse aller jouer. Maintenant, c'est plus le cas. Si je fais partie d'un groupe de musique, je peux très bien enregistrer ma musique en ligne, la proposer sur les réseaux, et en me faisant connaître comme ça va, je peux arriver à faire quelque chose. Euh, Ça permet également tout ce qui est, ça va un peu de pair avec ce que je viens de dire, tout ce qui est financement participatif. On a tout ce qui est cagnotte en ligne, voilà, qui permettent quand on a des projets, euh, j'ai un projet, je veux le monter, je j'ai pas le budget pour, je peux créer une cagnotte en ligne, on va pouvoir m'aider, et puis j'aiderai en retour les personnes ou je donnerai quelque chose aux personnes qui m'ont aidé sur ce projet-là. Euh, voilà, un autre point positif. Et puis, donc, enfin, ça permet, c'est l'effet côté négatif, côté positif, ça permet d'expression de soi. Euh, Certaines personnes n'ont pas forcément la capacité, la confiance en soi pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir euh, créer son estime de soi dans le monde réel. Et par contre, le monde virtuel va peut-être aider certaines personnes. Et on peut voir, enfin, je pense par exemple à des psychologues cliniciens comme Yann Leroux qui utilisent par exemple le jeu vidéo dans des processus de confiance en soi, dans des thérapies pour arriver à faire qu'une personne reprenne confiance en soi. Et voilà, tout ça pour dire que le monde virtuel a des côtés positifs. Euh, Si on a des conseils à donner, donc, parce qu'avec tout ça, comment on s'en sort? Les conseils qu'on peut vous donner, je bois un petit coup. Déjà, c'est d'essayer de vérifier quand vos enfants, les jeunes, etc., enfin, créer un compte sur les réseaux, c'est d'essayer de faire avec eux. Euh, Même si on ne sait pas, même si on n'a pas la capacité, même si on connaît pas, si je connais pas Snapchat, si je connais pas TikTok, j'ai la capacité de compréhension qui va peut-être pouvoir aider le jeune qui veut s'inscrire sur un réseau, savoir comment ça fonctionne. Il y a peut-être des mots que, alors je vais peut-être pas savoir utiliser Snapchat, Instagram ou TikTok, mais dans les paramètres de confidentialité, par exemple, il y a peut-être des choses que je vais pouvoir comprendre et je vais peut-être pouvoir aider la personne qui est en train de créer le compte. Euh, N'oubliez pas non plus que ben, les, les jeunes sont demandeurs aussi de montrer comment ça marche. Euh, Nous, quand on est en intervention, on n'hésite pas non plus à essayer de dire aux personnes qu'on rencontre, ok, nous on ne connaît pas tout, on est là pour discuter avec toi, voir ce que vous faites sur les réseaux, mais on ne connaît pas tout. Donc montrez-nous, apprenez-nous aussi, montrez-nous comment ça marche, expliquez-nous comment ça marche, qu'on puisse vous dire, est-ce que c'est bien, pas bien, il y a un risque. Euh, voilà, on peut peut-être accompagner, pas dans la technique, mais dans la compréhension. Dans la compréhension des mots, dans la compréhension du vocabulaire qui est utilisé, pour savoir, est-ce que, euh, ce que je suis en train d'utiliser, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Euh, on n'est pas obligé de créer un compte, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on ne crée pas un compte pour surveiller les personnes, ça sert à rien. Ils vont quitter et puis ils vont aller voir ailleurs. Essayer de discuter avec eux des choses qu'ils peuvent rencontrer sur les réseaux. La violence, la nudité, le harcèlement, les fausses informations. Essayer de discuter avec eux de tout ça. Quand on donne un téléphone, quand on donne une tablette aux plus jeunes, ils ne savent pas forcément à quoi s'attendre, à tout ce qu'ils peuvent rencontrer. Des fois, ils peuvent avoir de très bonnes intentions et tomber sur des choses qui vont les choquer. Donc, n'hésitez pas à leur dire, écoute, tu vas sur les réseaux, etc. Maintenant, je te donne un peu d'indépendance, mais s'il y a un truc qui te choque, s'il y a un truc, n'hésite pas à m'en parler.
à venir me voir. Il n'y a pas de tabou, on parlera, on discutera. C'est pas forcément de ta faute si tu es tombé sur telle ou telle chose. Euh, Donnez-leur, dites-leur bien aussi que les mots de passe, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Euh, Quand on rencontre les jeunes dans les établissements scolaires, on voit que souvent ils nous parlent de se faire pirater, de se faire hacker. Ben, souvent c'est simplement parce que le mot de passe n'est pas assez fort. Donc utiliser les mots de passe, c'est compliqué. Une date de naissance, c'est pas un mot de passe, c'est pas un mot de passe efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un mot de passe efficace. Donc essayez d'avoir des mots de passe qui sont des mots de passe. Parlez-leur du devenir des informations, des données personnelles. Où est-ce que tout ça va, où est-ce que tout ça va être stocké, est-ce que ça peut être utilisé, etc., etc. Euh, on essaie de parler aussi du droit à l'image. Euh, les plus jeunes n'ont pas forcément confiance qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent avec les photos. On leur donne des téléphones, ils font des selfies, ils sont entre jeunes, ils sont entre eux. Ça va très vite, hein, de poster quelque chose en ligne. Je prends une photo, en un clic, c'est en ligne. Essayez de leur dire qu'il y a un truc qui s'appelle le droit à l'image et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et qu'il y a des répercussions. Hein, le droit à l'image, si on ne le respecte pas, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison, 15 000 euros d'amende. Donc il faut faire attention euh, voilà, à ces photos, à ces vidéos et euh, à ne pas outrepasser ses droits. Quelques bonnes adresses, des sites un peu ressources que je peux vous donner. Donc il y a Internet sans crainte, qui est un très bon site internet pour les parents, pour les plus jeunes, pour les ados, un petit peu pour tout le monde, qui propose des formations, qui propose des tutos, qui propose un accompagnement très très complet. Euh, donc Internet sans crainte, qui fait d'ailleurs un live demain soir avec des intervenants, plein d'intervenants, des psychologues, des professionnels du harcèlement, du cyberharcèlement. Je vous le conseille aussi demain. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Donc sur Internet sans crainte, vous trouverez ça sur leur site. Le site de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui permet d'avoir aussi plein d'informations, plein d'astuces sur les réseaux, sur comment se protéger, sur à quoi faire attention, sur si j'ai un problème, comment je m'en sors, est-ce que je peux porter plainte, ou comment je peux faire retirer une information d'un site internet ou d'un réseau. Et puis il y en avait un dernier, donc e-enfance dont je vous ai parlé, qui est aussi, donc hormis le fait qu'ils parlent de cyberharcèlement et qui sont là pour vous accompagner quand on est victime ou témoin de cyberharcèlement, e-enfance est un site où vous allez retrouver plein de ressources, que ce soit des contrôles parentaux, que ce soit des conseils, que ce soit des conseils pour les jeunes, pour les parents. Vous avez vraiment un site, la ressource e-enfance, qui est vraiment génial. Un petit focus donc au niveau des réseaux et d'Internet, sur tout ce qui est information. L'information avec les réseaux, avec Internet, avec les écrans, c'est toute la journée. On a de l'information toute la journée en continu. C'est parfois difficile d'arriver à faire le tri de toutes ces informations. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est une fake news, pas fake news? On a aussi le problème des influenceurs. Donc les influenceurs, si on fait une petite parenthèse sur les influenceurs, un influenceur c'est une personne qui va influencer les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, à acheter certains produits simplement par le fait qu'ils vendent une vie de rêve, souvent dans des villes comme Dubaï par exemple, donc ils ont une vie de rêve, tout est merveilleux pour eux, ils ont des voitures de luxe, des appartements de luxe, tout est merveilleux, et ils nous incitent donc à acheter une magnifique calculatrice ou bien n'importe quel produit. Et donc ils se font rémunérer et donc les influenceurs nous influencent et influencent les jeunes. Et ça peut avoir vite des effets néfastes, enfin, sur ce que c'est que la réalité, sur ce que c'est que la réalité au niveau des produits, au niveau de la vie au niveau du monde du travail, etc. etc. Donc attention, gros bémol sur les influenceurs. Au niveau de l'information, attention à tout ce qui est fake news. Une information, on essaie de vérifier la source, la date et l'auteur. Quand j'ai une info, je me contente pas de lire le titre de l'info, je vais essayer de voir qui l'a produit. Est-ce que c'est un journaliste, un particulier? Est-ce qu'on essaie de me vendre quelque chose? Quel est l'intérêt de l'information? Est-ce que derrière il y a
une volonté de nuire? Est-ce qu'il y a une volonté de désinformation? Il faut vraiment faire attention. Je prends un exemple tout bête, vous avez par exemple les sites parodiques, comme le Gorafi, comme l'écho de la boucle, qui sont des sites plutôt humoristiques, donc qui font de l'information drôle, dans le but de faire rire, mais qui quelquefois sont détournés, dans le but de tromper. Ça peut avoir des effets des fois un peu catastrophiques. Donc attention vraiment aux fausses informations, ne pas tout croire ce qu'on voit sur Internet, que ce soit en images, en photos, en vidéos, en infos relayées par des influenceurs, etc. etc. Des sites utiles, donc les décodeurs, les observateurs. Donc les décodeurs, c'est un site qui est fait par Le Monde. Vous avez les observateurs, donc qui est fait par France 24, et puis Oxbuster, qui permet de vérifier tout ce qui est information un petit peu en circulation sur les réseaux. On trouve aussi des comptes sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur tous les réseaux qu'on peut trouver. En conclusion, si on veut accompagner, déjà, on essaie de respecter une règle. Donc, il y a la règle des 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans. Entre 3 et 6 ans, on commence un tout petit peu les écrans, mais ça ne va pas être une priorité, c'est vraiment à petite dose. De 6 à 9 ans, un peu plus d'écran, mais accompagné. On peut commencer aussi tout ce qui peut être console. De 9 à 12 ans, on peut laisser un petit peu aller sur Internet, mais en étant accompagné. Et puis après 12 ans, on laisse un petit peu plus de liberté. Mais un peu plus de liberté, ça ne veut pas dire toutes les libertés. Pas de téléphone, pas de tablette, pas d'écran, tout seul dans sa chambre. Avec un téléphone, on a accès à des millions de choses. Donc si on dit, c'est bon, je l'ai privé de télé, il ne va pas regarder n'importe quoi, s'il a son téléphone, il peut regarder n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention. On ne laisserait pas entrer n'importe qui chez soi. Si on ne laisse pas entrer n'importe qui chez soi, on ne laisse pas entrer n'importe qui non plus via le téléphone, via les réseaux, via Internet, via les tablettes. La règle des 4 pas, donc pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre, on y revient, et pas d'écran le soir. Alors là, c'est une règle un peu bateau, mais essayez de se l'appliquer. Mais si on l'applique aux plus jeunes, il faut l'appliquer aussi aux adultes. On ne peut pas dire aux jeunes, non, tu laisses ton casque, dans ta chambre, tu laisses ton téléphone dans ta chambre, et si nous on est en train de manger et qu'on prend, je réponds juste à ça, ou je réponds au téléphone, c'est contre-productif, on ne montre pas l'exemple. Donc essayez d'appliquer vous aussi les règles que vous voulez donner à vos enfants. On essaie aussi de respecter les PEGI. Donc les PEGI, c'est ce qui se trouve au dos des jeux vidéo. Donc là, on se focus sur les jeux vidéo. Même si on ne connaît pas les jeux vidéo, même si on est nul en jeux vidéo, il y a un truc tout bête, au dos des jaquettes de jeux vidéo, on a des PEGI. Les PEGI, ça permet de savoir à partir de quel âge, comme à la télé en fait, est-ce qu'un film il est fait pour un enfant de moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans? Sur les jeux vidéo, il y a les mêmes informations. Et puis ça nous permet de savoir s'il va y avoir de la nudité, de la peur, du jeu de hasard, des mots grossiers, etc. etc. Donc les PEGI, important aussi au dos des jeux vidéo. Et puis, si on doit parler de contrôle parental, alors vous allez en trouver plein sur e-enfance. Il y a notamment de mémoire, il y a Google Link, Family Link, il y a Digital Coach qui permet un petit peu aussi de se coacher soi-même via son téléphone. Le contrôle parental, je suis pas sûr que ça soit la solution miracle, parce que la technique, elle est toujours dépassée. Si on bloque certaines choses, on arrivera à passer par un autre moyen, ou alors si on bloque tel site, telle chose, on va migrer sur d'autres choses, et ça ne veut pas dire que là où on va migrer, ça sera moins dangereux, moins risqué, qu'il y aura moins de choses. Voilà. Préférez plutôt une discussion, savoir comment ce qu'ils font en ligne, les sites qu'ils vont voir, les jeux auxquels ils jouent. Essayez de faire avec, plutôt que de dire non, fais pas ça, va pas voir ça, etc. Essayez de faire avec, de laisser faire, de regarder un petit peu à côté, voir ce qu'ils font sur les réseaux, sur les consoles, plutôt que de dire non, je joue pas à ce jeu vidéo là, ou arrête ta partie, essayez de vous intéresser peut-être 5-10 minutes, voir
voilà, comment ça se passe? Est-ce que si je termine pas ma partie, c'est parce que je suis dans une mission, il faut que je finisse la mission pour pouvoir enregistrer? C'est vraiment des discussions, privilégier la discussion. Euh, Il n'y a pas de tabou, on essaie de parler de tout ce qu'on peut rencontrer, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Euh, et après, essayer d'instaurer un climat de confiance pour que ben, quand il y a un problème, ben, ça ne soit pas une source de problème en plus que d'en parler avec vous. Euh, des petites astuces pour essayer de limiter un petit peu des fois les temps d'écran. On peut par exemple mettre le- le- des espèces de tickets. Ben voilà, tu m'aides à faire la vaisselle, tu tournes la pelouse, tu nous aides à faire à manger le soir. Ben, tu as un ticket 1 heure de jeux vidéo, tu as un ticket 1 heure de téléphone, tu as un ticket 1 heure de je sais pas quoi. Et on gagne, on a un lot de tickets pour la semaine. J'ai, je sais pas, 20 tickets, 10 tickets télé, 10 tickets jeux vidéo, 10 tickets je sais pas quoi. Et on gagne, on perd ces tickets. Ça permet de limiter, de gagner, et puis de fixer un petit peu un contrat moral entre parents et ados quand c'est un peu la bagarre à la maison. On peut aussi essayer, ben, quand c'est la bagarre à la maison au niveau des écrans, ben, de créer un tableau où on définit, ben, voilà, de 6 heures, de 18 heures à 19 heures, on utilise tel écran pour telle utilisation. Est-ce que c'est pour les devoirs? Est-ce que c'est pour le perso? Est-ce que c'est pour du loisir? De 19 heures à 20 heures, est-ce qu'on utilise ben, un autre écran pour du loisir? Est-ce qu'on l'utilise en famille? Est-ce qu'on l'utilise solo? Euh, Essayer de passer un espèce de contrat moral entre vous pour dire, ben voilà, on définit des règles ensemble, et comme ça, ben, le jour où il y en a un qui franchit les règles, ben non, voilà, les règles, on les a faites ensemble, donc il faut s'y tenir. Euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question, de ce que je voulais vous dire, donc c'était un petit peu un condensé. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous, on est présent, on essaie d'accompagner parents et jeunes euh, sur les réseaux, sur Internet, sur la question du numérique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone, sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. On répondra volontiers à vos questions. Euh, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. S'il n'y a pas de questions, euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt sur les réseaux. J'attends encore un petit peu, pas de questions. Ok, eh ben, bonne soirée à tous et à bientôt et merci d'avoir suivi ce petit live.